Salam, Azoul, bonjour. Dans le top 3 d'aujourd'hui, nous reviendrons sur le communiqué du FIS qui a été diffusé le 31 mars à 17 h. Nous tenterons d'en faire une lecture, et surtout une lecture du blackout de la presse francophone, mais aussi des brûlots parus sur ce sujet. Nous évoquerons aussi le thème de la transition préconisé par le FIS, ainsi que de nombreuses autres formations et personnalités politiques. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous vous présentons donc 3 articles. Nous commencerons par celui de Liberté. Le titre à lui seul est tout un programme. Je vous le cite. Les anciens dirigeants du parti dissous s'immiscent dans la campagne électorale. Au secours, l'ex-FIS revient. Un article au vitriol où le journaliste tire à boulet rouge sur le FIS et sur les islamistes d'une façon générale, et je me contenterai de vous signaler la chute de cet article. Jugez-en. Je le cite. Le débat sur l'ex-FIS est clos. Malheureusement, certains oublient qu'il a été à l'origine de rivières de sang. Avec nous pour parler de cet article, notre invité Abdelrazak Laibi, opposant et militant des droits de l'homme. Abdelrazak, merci d'être avec nous. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Alors, Abdelrazak Laibi, nous retrouvons dans cet article le même ton, j'allais dire, éradicateur des années de sang. Pourtant, le communiqué du FIS est particulièrement conciliant, apaisé. Comment expliquez-vous cette virulence? Ceci n'est pas nouveau, si Jamaldine. Cette virulence et ce ton hargneux ne peut nous étonner, nous qui avons vécu ces longues années de braise et de sang, et qui avons connu ces fameux journalistes, de véritables porte-plumes de leur maître des tagarins. Que pouvons-nous espérer de ces éradicateurs? Oui. Le retour à la normale de la vie politique, avec tout ce que cela implique comme vérité à dire et à assumer les effets. C'est pour cette raison qu'ils poussent ces cris d'orfraie, attendant de recevoir de nouveaux ordres. À ce sujet, oui. Abdelrazak Laibi, nous avons observé dans la journée d'hier d'abord un blackout total. Oui. Presque personne n'en a parlé à part Algérie News et 2 journaux électroniques. À part quelques sites électroniques, personne n'en a parlé. Voilà, TSA et le Matin des Z. Et aujourd'hui, le même blackout continue d'être observé par la plupart des titres français, sauf donc Liberté et l'Expression. Et vous dites que ces gens attendent de recevoir des instructions pour tomber sur les uns et les autres. Mais la question que je voulais vous poser, on dit que le DRS n'existe pratiquement plus, que ces instructions de la police politique n'ont plus lieu. Vous en pensez quoi? Non, je pense que oui, oui, oui. Voilà. Oui. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, la normalisation de la vie politique, vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans notre pays. Il viendra le jour. Il faut que cela se fasse assez rapidement parce que nous avons assez perdu de temps. Il faudrait aussi qu'on règle ce problème définitivement une fois pour toutes et qu'on passe à autre chose. Exactement. Mais Abdelrazak Laibi, aujourd'hui, le champ médiatique n'est plus aussi rétréci qu'il l'était pendant les années tragiques qu'on a connues. Aujourd'hui, il y a des journaux électroniques qui ont un autre son de cloche, il y a des télévisions libres, mais moi ce que je ne comprends pas, par exemple sur ce sujet du communiqué du FIS, la presse arabophone
a quasiment, totalement, presque tous les titres arabes, en arabe, ont traité de ce sujet. Et la presse francophone, comme par hasard, presque aucun titre n'y a fait allusion seulement, comme si c'était un non-événement, et les deux seuls qui en parlent le font d'une façon absolument virulente. Hein. Virulente, oui. Comment expliquez-vous ces deux positions, ces deux attitudes entre les journaux arabophones et les journaux francophones? Je voulais que je vous dise, les journaux francophones, vous savez, il y a toujours eu parmi eux bon, je dirais pas des journalistes, des journaleux, des mercenaires de la plume, sans état d'âme. Oui. Ils étaient engagés ils étaient pleinement engagés dans l'opération d'éradication. Et ça les paralyse aujourd'hui. Ça les paralyse, le fait qu'il y ait des vérités qui éclatent. Ça leur fait peur, ils ont la trouille. Il suffit, on va pas aller loin. Il suffit de relire M. Mohamed Farah, qui a rapporté qu'au cours d'une réunion à laquelle les principaux patrons de presse ont été conviés avec Abou Bakr Belkaïd, alors ministre de la Communication, qui leur a fait part d'une prévision en perte humaine de 60 000 âmes. Oui. Et malheureusement, ce nombre a quadruplé. En effet, en effet. Et vous pensez que, à un certain moment, nous savions que beaucoup de journaux, pour ne pas dire tous, étaient contrôlés, pour le moins qu'on puisse dire, par un service du DRS, sans vouloir aller trop loin. Par le fameux colonel Fawzi. Entre autres, et avant lui d'autres, etc. Mais vous pensez que ça va durer? Donc, si c'est toujours le cas, comme vous le dites, est-ce que ces gens continuent d'écrire sous cet angle et avec cette, j'allais dire, cette virulence, pour me répéter? Est-ce qu'ils le font, comme vous dites, parce qu'ils ont peur d'un vrai changement où ils pourraient c'est clair. Ou est-ce qu'il y a toujours quelqu'un... Donc ils agissent maintenant en électron libre, ils ne reçoivent pas de consignes. Je pense qu'ils reçoivent encore des ordres. D'accord. Je pense qu'ils reçoivent encore des ordres, c'est pas possible. Il y a la NEP aussi. Bon, ça a changé. Je pense que la NEP a changé demain. C'était le colonel Fawzi qui distribuait la manne. Maintenant, c'est passé de l'autre côté. Mais sinon, pour passer à un autre sujet dans le même ordre, que pensez-vous de ce communiqué du fils? Dites-moi votre avis. Moi, je connais un peu votre position vis-à-vis des droits de l'homme, vis-à-vis de la démocratie. Mais cet appel du fils et les premières réponses qui commencent à arriver. Hier, j'avais posé une question à un membre du secrétariat national du RCD pour lui dire « Accepteriez-vous de vous asseoir autour de la même table avec le fils ?» Il m'a répondu « Oui ». Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'on peut espérer de cet appel? Nous avons, personnellement, ainsi que beaucoup de personnes, d'amis, nous avons toujours œuvré pour une véritable réconciliation nationale. Vous savez, les peuples qui se respectent, quand ils font face à des problèmes, ils se mettent autour d'une table et ils discutent. Abdelrazak Al-Aibi, merci beaucoup. Merci pour votre participation. Nous passons maintenant au second article que nous avons choisi pour vous, celui de l'Expression. L'article est tout aussi enflammé, pour le moins qu'on puisse dire, dont le titre est « Ali Ben Haj et Abbasi Madani rêvent encore ». Dans cet article incendiaire, pour le moins, et qui rappelle le style et le même ton éradicateur de la décennie rouge, l'auteur n'y va pas de main morte. Il ouvre le feu sur le fils. Jugez-en. Je vous cite un passage tiré du chapeau de cet article. Je le cite. « C'est au tour de Abbasi Madani d'appeler les Algériens de boycotter les élections afin d'organiser une période de transition avec, bien sûr, la participation de son ex-mouvement, qui a mis l'Algérie
à feu et à sang. Pour parler de cet article, avec nous, M. Brahim Younsi, président de l'Union des démocrates musulmans. Brahim Younsi, merci d'avoir accepté notre invitation. Brahim Younsi? Allô? Vous êtes avec nous, Brahim Younsi? Je suis avec vous. Merci d'être parmi nous. Donc, je vous pose directement la question que je voulais vous poser. Alors, j'imagine que vous avez lu cet article que nous vous avons indiqué, que nous vous avions indiqué. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc, alors, ma question est que nous retrouvons dans cet article le même ton éradicateur des années 200. Pourtant, le communiqué du Fils est particulièrement conciliant, voire rassembleur. Comment expliquez-vous cette, pour me répéter toujours, cette virulence? Oui, comme vous le dites, cet article relève effectivement, j'étais surpris de lire un tel article aujourd'hui, qui rappelle ces années de sang, qui rappelle, comme dit quelqu'un, là c'est une véritable régression, hein, qui est stérile, qui est inféconde, ce que nous propose cet article. À mes yeux, cet article relève tout simplement du surréalisme, c'est-à-dire de l'illogisme le plus total au vu de la situation politique d'Algérie. Si vous me permettez de raisonner par l'absurde. Oui, je vous en prie. Voire de déraisonner. Alors, supposons, quant au contenu de cet article, parce qu'à mon avis, il faut analyser son contenu pour effectivement aller vers cet esprit encore éradicateur qui survit 15 ou 20 ans après. C'est quand même assez ahurissant. Alors, supposons, allons dans le sens absurde de l'auteur de cet article, que les groupes armés, dont chacun sait qu'ils étaient en guenilles, qu'ils étaient rudimentairement armés, aient pu faire 250 000 morts et faire disparaître des milliers d'autres personnes, etc., etc. Cela rend l'État algérien, et c'est ce que pose véritablement cet article, en tout cas à mes yeux, rend l'État algérien, avec son armée, sa gendarmerie, sa police, ses services de renseignement, encore plus coupable et criminel. Pourquoi? Tout simplement parce que il aura été incapable de protéger son propre peuple, incapable de protéger sa population. C'est d'une logique imparable. Mais poursuivez, je vous en prie. Poursuivez. Ah. Je vous disais que c'est très logique ce que vous dites. Ah. Donc, question subsidiaire. Comment cet État pourra-t-il le protéger le peuple, protéger la population algérienne dans l'instabilité qui nous entoure en cas d'intervention étrangère, ce que je ne souhaite pas et ce que je sais que vous ne souhaitez pas et aucun Algérien ne souhaite. Cela est pour moi très 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 inquiétant. Cet article est très inquiétant pour moi. Très très inquiétant, 20 ans après. Mais Brahim Younsi, j'avais posé déjà la question à Abdelrazak El-Aïbi qui était passé avant vous. Pensez-vous que, bon, dans le passé, nous savions que certains journalistes recevaient des lettres de route, de route, si je peux dire, et qu'il y avait une police politique très structurée, très... Mais aujourd'hui, il semble que ce ne soit plus le cas, que ce DRS n'est plus ce qu'il fut. Pensez-vous que ces journalistes, ceux qui écrivent ce genre de brûlots, continuent de recevoir des instructions pour des angles précis, des angles d'attaque précis, ou est-ce, comme l'a dit Abdelrazak Abdelrazak El-Aïbi, pardon de ce lapsus que j'espère qu'il n'est pas révélateur, est-ce parce que ces gens ont peur d'un changement éventuel et d'un changement en profondeur, d'un véritable avènement d'une véritable république? Je crois
crois effectivement qu'ils ont peur. Je ne crois pas sincèrement que les services en soient à ce point-là à inspirer ce type d'article. Je crois qu'au contraire, ce type d'article, ce type de journaliste appelle les services à intervenir pour empêcher toute possibilité, toute éventualité de changement et toute possibilité de dialogue. Un dialogue dans la société civile elle-même. C'est ce qu'essayent de faire tous ces gens-là, tous ces battants-guerre, parce que c'est un article qui appelle à la guerre, qui appelle à la poursuite de la guerre. Très bien. Voilà ce que m'a inspiré cet article quand je l'ai lu. J'ai essayé de l'analyser en peu de temps. Et c'est vrai que les propos que tient la Nouvelle République, inspirés ou non, d'abord je reviens à ma première idée, incriminent d'abord et en fin de compte le pouvoir. Oui, oui. C'est le pouvoir qui l'incrimine en vérité. Oui, oui. Pour dire la criminalité, les crimes qui ont été perpétrés dans ce pays, beaucoup d'entre nous, à juste titre, accusent le pouvoir de les avoir commis. Et ce qui est parfaitement vrai. Parce qu'il est. Oui, poursuivez, je vous en prie. Parfaitement vrai. Mais ce qui m'a le plus, ça c'est déjà, ça a son pesant d'or. Mais ce qui me semblait aussi relever d'une certaine pathologie de cet article, c'est déjà le titre lui-même. Oui. Le titre lui-même, Ali Belhadj et Abbasi Madani rêvent encore. Oui. Ça m'a paru assez plus que révélateur. Absolument. Brahim Younsi, puisque vous êtes parmi nous, alors je vais vous poser deux questions. D'abord, je vais vous demander de nous parler, on profite de votre présence pour que vous puissiez... Je n'ai pas entendu votre question, il y a des ruptures à des moments. D'accord. Je voulais vous dire que je voulais profiter de votre présence parmi nous pour vous poser deux questions. La première est... quel est ce mouvement que vous présidez, celui de l'Union des démocrates musulmans? Si vous pouvez nous en parler en très peu de mots, puisque l'émission est très, très courte, très brève. Oui. Et ensuite, est-ce que, en tant que leader de cette formation, vous répondrez favorablement à l'appel du FIS à se rassembler tous autour d'une même table? Je réponds d'abord à la seconde question. Évidemment, nous participerons à tous les rassemblements, je ne parlerai pas de coalition, mais y compris à des coalitions qui se formeraient dans un cadre évidemment démocratique, dans un esprit de sortie de crise, et cette crise a trop duré. Oui. Bien sûr, dans le sens où l'ensemble des courants politiques et idéologiques de ce pays s'assoient autour d'une même table et travaillent à une solution, à un consensus général, à un compromis qui doit être trouvé entre nous. Il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas trouver une solution à nos problèmes qui ont trop duré. Et pour la première question, de l'intérieur et de l'extérieur pour nous empêcher de le faire. Et pour la première question. Sinon, pour répondre à votre première question, l'Union des démocrates musulmans a été créée il n'y a pas très longtemps en France par des Algériens qui ont un passé dans l'opposition, d'autres qui sont beaucoup plus jeunes, et qui défend une ligne politique, à savoir la démocratie dans notre pays, parce que c'est un fondement des rapports pacifiques, des rapports normaux entre les acteurs politiques et même dans la société civile. Brahim Younsi, merci pour votre participation. J'espère vous revoir bientôt parmi nous. Merci. Nous passons maintenant au troisième titre de ce jour, du journal L'Expression, dont le titre est « Les appels à la transition politique se multiplient, l'autre mélodie de la présidentielle ». Alors, de nombreuses personnalités et partis politiques évoquent donc la nécessité d'une période transitoire. Cet article de l'Expression l'aborde sous l'angle du questionnement. Je vous en cite un passage. Alors,
je cite, « Théoriquement, la transaction démocratique que l'auteur a mis entre guillemets est un processus politique qui permet un passage progressif d'un régime dictatorial à une démocratie. Selon les pays, elle peut prendre des formes très différentes et se dérouler en général sur plusieurs années. L'engagement dans ce processus présuppose également que les institutions sont à l'arrêt. L'Algérie est-elle dans ce cas ?» Fin de citation. Avec nous, pour parler de cet article et de la transition, Monsieur Hicham Aboud, journaliste. Hicham Aboud, merci d'être parmi nous. Hicham Aboud. Je crois qu'on a perdu Hicham Aboud. J'espère qu'on aura l'occasion de le reprendre. Il revient, on me signale que Aboud Hicham est avec nous. Aboud Hicham, bonjour. Bonjour Jamal-Din. Voilà, alors j'imagine que vous avez lu cet article de l'Expression. Oui. Voilà. Oui. Alors pour vous, j'aurai deux questions. D'abord, une question aux journalistes. Et je vous poserai la seconde après votre réponse. Comment expliquez-vous une telle occultation par la presse francophone de ce communiqué du fils que la presse arabophone a par contre abondamment commenté? Oui, l'explication que je donne, c'est d'abord il y a une prolifération de titres dans le paysage médiatique de la presse écrite qui fait qu'aujourd'hui, nombre de personnes qui n'ont rien à voir avec la communication avec la presse, se sont trouvés partie prenante d'un champ médiatique où ils justifient leur seule présence par ce que voudrait bien leur donner comme aumône le pouvoir en place à travers des pages publicitaires de la NEP. Donc il n'y a pas de journalisme du tout, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de déontologie. Et pour avoir fréquenté ce milieu pendant ces derniers mois, pour une année, j'ai constaté que la presse en Algérie, notamment francophone, a un malin plaisir de fuir l'événement. C'est-à-dire que quand elle voit l'événement venir, elle fait tout pour le fuir. Imaginez-vous que, c'est déjà arrivé, un journal confirme, donc c'est des confrères qui sont mis au chômage, c'est une expression qui est étouffée, eh bien, aucun journal ne réagit. La même chose, quand il y a eu la fermeture de la chaîne de télévision Atlas, peu de journaux en ont parlé. Et même quand on fait des conférences de presse, personnellement j'en ai donné à Alger des conférences de presse, eh bien les confrères brillent par leur absence. Voilà, pour eux, ils ont le toupet de faire de l'événement un non-événement et du non-événement un événement. Donc, ça ne m'étonne pas de voir des confrères de la presse algérienne occulter un événement parce que le retour du fils sur la scène médiatique est en soi un événement. Absolument, absolument. Et donc je retiens de votre intervention que vous avez si joliment décrit que ordinairement la presse court après l'événement, après le scoop, et que la nôtre, malheureusement, elle le fuit, à moins qu'on... C'est l'événement qui lui court après et elle le fuit. Eh ben voilà. Alors, ma deuxième question pour vous, concernant la transition, concernant le thème de cet article dont on vous a envoyé le lien. Oui, je l'ai lu ce matin. Alors, comment voyez-vous cette transition préconisée par le fils? Quels en seront, selon vous, les mécanismes et surtout les modes de désignation des forces politiques et des personnalités politiques qui devront en assumer la conduite?
Alors bon, pour ce qui est de la transition, je crois que, comme je l'ai dit hier dans votre émission, nous ne sommes pas là à inventer le fil à couper le beurre. Nous avons dans le voisinage un exemple sur lequel nous devons méditer, c'est la Tunisie qui a brillamment réussi cette période de transition. Pour ce qui est du choix des acteurs politiques, je crois que nous devons d'abord aller vers une constituante, une assemblée nationale constituante, pour une période d'une année ou d'une année et demie, et c'est là où chaque parti politique, chaque formation politique, donc, changera à son poids, verra ce qu'elle représente, parce que comme dans la presse, nous avons une pléthore de titres, une profilation extraordinaire, alors que la majorité de ces titres tirent entre 500 et 2000 exemplaires et n'en vendent que à peine une dizaine d'exemplaires. Certains ne les vendent même pas, ils ne les mettent même pas sur le marché. C'est la même chose pour les partis politiques. Il y a des formations politiques qui n'existent que par leur seul représentant, celui qui s'est dit dans sa tête, je vais créer un parti politique, et qui ne tient même pas de réunion avec lui-même pour décider de quelque chose, à moins que pour coucher quelques lignes à diffuser sur le net. Alors, et si on l'invite à provoquer une assemblée ou à provoquer une réunion, dans n'importe quel point du monde, pas uniquement en Algérie, il est incapable de rassembler une dizaine de personnes, de curieux, une dizaine de curieux. Voilà. Donc, il faudrait aller vers une constituante. Abou Deichem, merci pour votre participation. Nous espérons vous revoir bientôt parmi nous. Merci à nos téléspectateurs et téléspectatrices de nous avoir été fidèles. Nous espérons vous rencontrer demain et les jours d'après. Cette émission arrive à son terme. Nous vous en remercions. Merci.